la fin de la LCHF. Bienvenue à Focus. Bonjour, ici Ray Lalonde et voici un podcast sur la business du sport avec une analyse et une perspective. Et c'est parti. Les membres du conseil d'administration de la LCHF, c'est-à-dire la Ligue canadienne de hockey féminin ou la CWHL, Canadian Women's Hockey League, ont annoncé dimanche, par surprise et étonnement général, que la Ligue cesserait ses opérations le 1er mai prochain. Après 12 saisons puis une superbe équipe à Montréal, soit les Canadiennes, la Ligue a décidé qu'il était impossible de poursuivre pour des raisons financières et économiques. Le modèle actuel ne fonctionne pas et n'était pas prometteur pour l'avenir. J'ai souligné ma déception dimanche matin sur les médias sociaux, probablement partagée par des centaines et des milliers de consommateurs ou de partisans de sport. Et puis, je peux vous dire que je connais un peu la Ligue. J'ai été longuement en contact sur un autre projet avec Graham Rouston en 2012 et 2015. Puis, à ce moment-là, il est devenu un investisseur et un membre du conseil de la Ligue. Il y a 3 équipes canadiennes de la Ligue nationale, les Canadiens, les Leafs et les Flames, qui ont supporté depuis plusieurs années déjà les 3 clubs féminins respectifs à leur ville. Puis, ils ont été généreux. Ils ont donné de l'argent. Peut-être pas assez, mais ils en ont donné. Ils ont partagé des ressources marketing, des ressources stratégiques. Et puis, ils ont aussi donné du temps d'antenne, du temps média dans les amphithéâtres de la Ligue nationale de hockey pour aider la Ligue à se populariser, pour augmenter sa visibilité. Mais en 2015, justement, il y a eu la formation d'une autre ligue, la National Women's Hockey League. Donc, il y avait 2 ligues en même temps, une aux États-Unis, celle-là, et la Ligue canadienne de hockey féminin, évidemment au Canada principalement, avec une équipe en Chine, et une aux États-Unis. C'est pas qu'on s'arrachait le talent, c'est que le talent était dilué. Puis c'est pas que l'attention des gens allait vers une ligue ou une autre, c'est que c'était séparé en 2. Puis les partenaires commerciaux, ben il y en a des bons pour la Ligue canadienne de hockey, mais à la fin, l'idée aurait dû être de fusionner, si vous voulez en anglais, de merger, d'intégrer les 2 ligues ensemble. Ben, je suis pas là pour vous spéculer sur ce qui aurait dû être fait. Je vais vous parler de pourquoi on est rendu là. J'ai assisté en personne à plusieurs matchs olympiques des femmes en 2010 à Vancouver, les matchs préliminaires et la grande finale, évidemment, Canada-US. Et en 2014, la même chose associée en Russie. Les matchs furent passionnants, surtout les confrontations US et Canada. Et je vous confirme que le hockey féminin remplissait les gradins et les gens étaient arrivés à la télé, au Canada et aux États-Unis parce qu'il y avait un élément patriotique. Le problème des Jeux olympiques, c'est une fois par 4 ans. C'est pas à chaque année qu'on a ça. Il faut revenir à la vie normale. Le championnat du monde de hockey féminin débute cette semaine justement en Finlande. C'est un événement annuel qui sollicite notre attention, évidemment pour le match de finale tant attendu, opposant fort probablement, encore une fois je le répète, les États-Unis et le Canada. C'est juste au moment où, en Russie, en Suède et en Finlande en particulier, les équipes féminines améliorent leur niveau de jeu pour avoir compétitionné pendant longtemps et toujours perdu presque contre le Canada et les États-Unis. Le niveau commence à croître. On commence à avoir un petit peu plus de parité. Tuer une ligue ou arrêter une ligue, ben, c'est une des conséquences. Et le fait que le Canada et les États-Unis dominent depuis longtemps, c'est un peu outrageux parce que c'était tellement prévisible que ces 2 pays-là allaient s'affronter. Il y a beaucoup de jeunes filles et jeunes femmes qui pratiquent un excellent niveau de hockey au Canada et aux États-Unis. Je peux vous parler du programme de Shattuck St. Mary's au niveau féminin, au Minnesota. Leur équipe de U19 gagne le championnat national des États-Unis à chaque année. C'est une pépinière de talents de joueuses féminines qui représentent pour la plupart un jour les États-Unis. Mais là, quand tu mets fin à une ligue comme la LCHF, on perd un aboutissement, une destination finale pour les filles. Est-ce qu'elles vont tous devoir aller jouer dans la National Women's Hockey League aux États-Unis? Est-ce que la Ligue nationale de hockey va assumer un rôle plus important? On ne peut pas blâmer la Ligue nationale de hockey pour ce qui est arrivé. Cependant, on peut les regarder en disant pourquoi ils ne sont pas intervenus plus tôt. Là, ce qu'on entend, c'est qu'ils ne voulaient pas intervenir pendant qu'il y avait 2 ligues pour ne pas se placer dans une position un peu délicate. Mais à la fin, la Ligue nationale de hockey aurait probablement dû faire un peu ce que la NBA fait. J'étais avec la NBA en 1997 lorsqu'on a lancé la WNBA. J'étais en Europe, mais il y avait énormément de filles d'Europe qui voulaient se joindre au meilleur niveau de basketball féminin dans le monde. Bon, ils ont attiré 10-11 000 spectateurs par match. C'était extraordinaire pendant des années. Là, ça a normalisé un petit peu, 7-8 000.
c'est encore populaire. Les filles ont des bons salaires. On ne devient pas archi-millionnaire en jouant au basketball féminin aux États-Unis, mais on peut gagner notre vie. Le soccer féminin est très fort aux États-Unis et au Canada. C'est difficile pour elles aussi. Mais je vous dirais aussi qu'il y a bien des sports côté masculin ou des équipes, entre autres. Je pense aux Marlins de la Floride au baseball. Je pense aux Coyotes et aux Panthers, évidemment, au hockey. Les gradins sont vides. On ne peut pas toujours avoir des gradins pleins. Il ne faut pas toujours s'investir dans un produit de sport comme investisseur, comme dirigeant, comme gestionnaire, pour toujours faire de l'argent. Moi, je suis absolument pas d'accord avec ça. Je pense qu'il y a un élément d'investissement, un élément de développement local, une responsabilité pour contribuer à la participation et au jeu. Parce qu'éventuellement, ces jeunes femmes-là, ils sont tous fans de hockey. Et c'est le hockey qui en profite. Mais je comprends l'idée qu'il ne faut pas non plus qu'on brûle notre argent lorsqu'il y a peu d'intérêt. Et honnêtement, dire que les arénas sont pleines pour les matchs de la Ligue canadienne de hockey féminin, ça, c'est pas tout à fait la réalité. Il y a des bonnes foules des fois, puis il y a d'autres fois, il y a 300-400 personnes. Et il faut qu'elle trouve sa place dans un contexte comme ça où le sport masculin est tellement dominant, où il y a tellement d'argent que parfois, il y a des investisseurs qui manquent peut-être de courage pour aller du côté féminin seulement. Un des défis du côté féminin, ça serait peut-être de mettre en marché davantage pour les femmes plus occasionnelles, plutôt que les femmes fans de hockey. On n'a pas besoin de toujours marketer ou mettre en marché pour la clientèle traditionnelle habituelle. Il faut développer une nouvelle clientèle. Créer peut-être un environnement où les femmes qui ne sont pas nécessairement de grandes sportives trouvent leur intérêt. Parce que c'est différent comme produit que le hockey masculin, bien entendu. Mais une chose qui est claire, c'est que le hockey féminin est en plein développement, mais c'est pas parce que ça existe au niveau olympique puis que le tournoi est très populaire qu'un produit, un match régulier de la LCHF va attirer les consommateurs de sport. Même si les Olympiennes évoluent dans ces équipes-là, lorsqu'on est envahi par la Ligue nationale de hockey tous les jours sur toutes les plateformes, c'est un peu normal de manquer de temps et d'intérêt pour certaines choses. Le hockey junior majeur au Canada souffre aussi de ces mêmes défis-là, de renouveler son auditoire dans les amphithéâtres, ce qui est semblable au défi du hockey féminin. La Ligue canadienne souffre de la présence de la NFL, même au Canada. Puis les grands marchés comme Montréal, Toronto et Vancouver sont les plus faibles de la Ligue canadienne parce que c'est là qu'il y a le plus de couverture de la NFL. Quand tu as une grande ligue autour de toi, un grand format qui mobilise toute l'attention, c'est difficile de survivre. Moi, j'ai toujours pensé à une fusion, puis j'ai toujours pensé que le modèle de la WNBA était le modèle à suivre pour développer et investir. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on va probablement pas arrêter avec cette cessation d'opération-là, cette fin de la Ligue canadienne. Probablement qu'il y a des gens qui vont réagir, que ce soit des commanditaires, des investisseurs ou la Ligue nationale, pour tenter de tourner rapidement vers une voie positive. Peut-être que c'est le modèle de la Ligue National Women's Hockey League aux États-Unis qui va survivre, puis que les joueuses canadiennes vont pouvoir évoluer, puis on ajoutera des franchises au Canada. La visibilité, la notoriété, les assistances, c'est tout lié au problème. Il faut juste savoir que le sport féminin ne se met pas en marché de la même façon que le sport masculin. Puis ça va nécessiter un relaunch ou un rebrand, ou comme dirait Marc Bergevin, un reset. Puis ça va devoir se focusser davantage sur un produit à la hauteur des attentes des femmes. Parce que même si c'est passionnant lors des Jeux olympiques, c'est pas toujours le cas en saison régulière. C'est comme le hockey mineur. C'est pour les gens qui sont locaux, qui ont de la parenté, qui ont une implication plus personnelle. C'est difficile d'élargir les cadres. Mais ça a sa place. Puis c'est une question de comment on traite, comment on a une philosophie vis-à-vis les sports féminins. Les sports féminins majeurs comme le golf, le tennis, elles sont télévisées, elles ont de grandes bourses. Mais on est d'accord qu'il y a beaucoup plus de gens qui regardent aller Tiger Woods au golf masculin que Brooke Henderson au golf féminin. On est d'accord aussi que du niveau, même au tennis, Serena Williams est une des plus grandes championnes de l'histoire du tennis, hommes et femmes confondus. Elle a plus de grands chelems que Roger Federer. C'est quand même pas aussi populaire en chiffres. Et ça, je les ai recherchés. Les cotes d'écoute de tournois majeurs sont toujours supérieures pour les hommes. Les hommes jouent 5-7, les femmes en jouent 3. C'est tout simplement comme ça. Mais ça a sa place. Il suffit juste de s'investir avec les mêmes objectifs, les mêmes principes qui sont utilisés par tous les autres produits de consommation ou services de consommation qui s'adressent aux femmes. C'est une longue discussion.
C'est une journée triste, mais j'espère qu'elle va quand même se convertir en une occasion pour la Ligue nationale de s'impliquer, de garder des franchises au Canada et de permettre à ces jeunes femmes-là de poursuivre leur sport préféré. Merci d'être au rendez-vous et de me suivre sur Twitter @RealRayLalonde. Les podcasts sont évidemment disponibles sur YouTube et sur SoundCloud. Merci d'avoir partagé ça dans le passé et merci de le faire encore. Ici Ray Lalonde, à très bientôt.